Bonjour à tous. Ici, donc, dans le cadre de cette session, on va vous présenter deux démonstrations individuelles qui vont mettre en œuvre la plateforme Alfresco telle qu'on vous l'a présentée ce matin. C'est-à-dire que pour les clients historiques, vous savez que historiquement, on était une solution qui fournissait des solutions de content management. On a après ça rajouté la gestion de process. On a rajouté après ça l'archivage électronique. Et au-dessus de ça, on a, comme vous le savez, on vous l'a présenté l'année dernière, rajouter une API REST et un framework de développement qui s'appelle ADF, qui est basé sur la technologie Angular. Qui aujourd'hui connaît l'ADF, l'a pratiqué déjà un petit peu? Vous pouvez lever la main? Ok, donc il y a une petite partie. Et donc on a, dans le cadre de ces démonstrations-là, illustré deux intégrations. Une intégration avec DocuSign que je vais vous présenter, basée également sur ADF, et une intégration avec Salesforce que Massis vous présentera juste après moi. Donc l'idée, si vous n'utilisez pas spécifiquement ni DocuSign ni Salesforce, ça peut quand même vous permettre de vous projeter et de comprendre que la plateforme Alfresco est capable, par le biais de l'ADF, de construire des applications métiers spécifiques qui vont mélanger des composants de process, des composants de contenu, de l'archivage, des intégrations avec des solutions tierces, et de mettre à disposition assez rapidement des applications pour des besoins métiers très spécifiques et qui vont vous permettre de répondre à toutes sortes d'enjeux, tout en ayant la capacité d'avoir une plateforme transverse qui va centraliser l'ensemble de la gestion documentaire de votre entreprise, des processus et de l'archivage, peu importe les différentes intégrations qui ont lieu. Donc on va commencer par la démonstration qui est basée sur DocuSign. Vous voyez qu'ici on a une interface utilisateur qu'on a construite sur la base de l'ADF, donc avec une page de login qu'on a customisée, un thème graphique qu'on a customisé, un background que vous pouvez voir qui est l'Alfresco Day de l'année dernière. Donc on peut avoir une page de login et une charte graphique beaucoup plus facilement mise en œuvre que c'était possible l'année dernière avec l'interface Share. Donc je vais commencer. Alors dans ce scénario, il y aura deux utilisateurs. Un utilisateur qui fait partie d'un département achat et qui va demander la création d'un nouveau fournisseur et la génération d'un contrat sur la base d'un template préenregistré. Donc on a modélisé tout ça. Et il va y avoir un utilisateur manager de ce département qui va pouvoir valider ou non le contrat et l'achat de matériel pour une raison X ou Y. Donc dans le cadre de cette démonstration, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette dans la peau de Alfresco en tant que client et qui va demander à un fournisseur, en l'occurrence Potel et Chabot, le traiteur, de nous commander un certain nombre de macarons ou autres pour cet événement d'aujourd'hui. Donc on va se connecter d'abord avec l'utilisateur qui fait partie du département achat et qui donc va demander « j'ai besoin de commander telle pièce et telle pièce auprès de tel fournisseur pour telle date ». Donc je vais me connecter. Ici, vous voyez qu'ici, on a une interface qui est complètement différente de ce que vous pouvez connaître avec l'interface Share et qu'on a complètement customisé et mis à disposition d'un besoin spécifique ici qui est le portail achat. Donc avec un ruban ici en haut que vous pouvez customiser. Donc tous les composants en fait que vous voyez sur la page sont en fait des composants ADF qu'on a assemblés un peu comme des Lego pour construire cette interface qui mélange du contenu, du process et de l'archivage. Ici vous voyez que je n'ai aucune tâche à signer puisque je viens de me connecter et que c'est une instance fraîche et je vais donc demander la création d'un nouveau contrat. Donc je vais créer le fournisseur, donc Potel et Chabot. Vous voyez qu'ici en fait tous ces champs ce sont des champs d'un formulaire qu'on a modélisé graphiquement dans la solution APS et qu'on a ensuite affiché dans l'interface ADF qu'on a construite. Donc tout ça, ça se fait de manière vraiment graphique. Il n'y a pas eu de développement particulier pour construire ce formulaire. Donc on va mettre un montant du capital, je ne le connais pas, mais bon, peu importe. Une ville, donc ici on a la possibilité de s'interfacer avec des API tierces qui vont nous fournir des données. Donc ça peut être une base de données, ça peut être une API REST, ça peut être une source externe, ça peut être un fichier qui est en local. Vous allez récupérer des données. Alors là c'est simple, ça peut être la liste des villes. Vous voyez aussi qu'on a une intégration pour les codes NAF qui va sur la plateforme data.gouv.fr et qui va récupérer les codes NAF en live. Vous pourriez vous interfacer en local chez vous avec vos différents services, quels qu'ils soient, pour aller chercher des données. Donc on a aussi la possibilité de modéliser, comme d'habitude, des contraintes sur les champs. Donc ici, je ne peux pas taper de lettres, par exemple, puisque c'est un numéro.
Donc on nous demande un certain formalisme qui a 9 caractères, et vous pouvez le modéliser graphiquement en disant voilà, mon numéro, il doit avoir tel format, tel formalisme, etc. Pareil pour la TVA, ça doit commencer impérativement par FR, et ensuite un certain nombre de chiffres qui vont modéliser l'identifiant de la TVA. Pareil pour le numéro SIRET, j'en mets un au hasard. Le code NAF, comme je vous le disais, on s'intègre avec la plateforme data.gouv.fr qui nous fournit une API REST qui nous permet d'aller chercher ici le fait qu'on souhaite un service de traiteur, par exemple. Et l'adresse du siège social, je ne la connais pas, c'est pas grave, on va mettre pavillon Gabriel pour aujourd'hui. Signature. Donc là, ici, vous voyez qu'on a plusieurs onglets, puisque si on avait 50 champs à remplir, c'est un peu pénible pour les utilisateurs d'avoir 50 champs sur la même page. Donc vous avez la possibilité très facilement, et toujours de manière graphique, de catégoriser vos champs sur la base de différents onglets. Donc vous allez saisir le nom de la personne qui demande le contrat. Donc là, on va mettre mon nom. On va mettre en qualité de, donc représentant, par exemple. Et on va mettre mon email. alfresco.com. Je ne suis pas habitué à ce clavier. Achat. Donc ici, on a la possibilité de saisir des informations sur ce que l'on veut acheter. Donc, on va choisir un type de fournisseur, donc par exemple un fournisseur technique. Est-ce que c'est un achat responsable? L'objet de l'achat, donc ici, on peut proposer par exemple 2000 macarons, puisque le dessert, c'est quand même le plus important. Haut de gamme, voilà. Prix, alors je ne sais pas, on va mettre par exemple 12 000 euros. Description précise, on va mettre 2000 macarons, référence XYZ par exemple. Ici, on a la possibilité d'ajouter des pièces jointes qui vont justifier de l'achat. Donc soit ça va être des pièces jointes que vous pouvez insérer directement depuis l'entrepôt Alfresco, que vous allez récupérer en local, ou bien des documents que vous allez uploader depuis votre poste. Donc ici, par simplicité, on va choisir le stockage local, et on va choisir donc par exemple le CCTP des macarons. On va choisir un contrat type qui nous servira plus tard. On va choisir des informations juridiques qui vont couvrir le cadre légal de l'acquisition, et puis des notes éventuelles supplémentaires sur la fourniture, la date de livraison, et ainsi de suite. Et en dernier, vous avez la possibilité de saisir une clause particulière du document. Donc par exemple, ici, on va dire livraison pour le 17 octobre au pavillon. Voilà. Et donc là, l'utilisateur va pouvoir demander la validation de ce contrat par son manager. Étant donné que j'ai demandé une facture de plus de 10 000 euros, ça va passer par son manager. Si c'était moins de 10 000 euros, on irait directement vers la signature. Donc vous pouvez directement aussi, via APS et graphiquement, modéliser des tables de décision qui vont prendre des chemins différents en fonction des critères de l'achat. Et ici, je vais demander donc la génération du contrat. Donc la génération du contrat, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a un template de document dans lequel on va dynamiquement insérer toutes les métadonnées qu'on vient de renseigner dans le formulaire. Et ça va créer un document automatiquement sur la base de ce document. Donc je vais me déconnecter et je vais me connecter en tant que manager. Et là, vous voyez qu'ici, j'ai une tâche qui est apparue avec la date, 11h20, qui va me permettre de conserver et de visualiser les éléments du contrat que l'utilisateur a saisi. Donc ici, tout est grisé. Donc on n'a pas la possibilité de les modifier, évidemment. Mais on peut avoir un rappel des informations. Et on peut également consulter le document qui a été généré. Donc vous voyez qu'ici, on a un template dans lequel on a renseigné dynamiquement la société, le nom, le montant, le numéro des différents numéros, l'adresse, la date, etc., mais qui n'est pas encore signé. Donc le manager peut le vérifier. Il peut également consulter les documents. Il peut visualiser le CCTP, les contrats types, etc. Ici, pour des raisons de confidentialité, j'ai pris juste des pages Wikipédia que j'ai converties en PDF pour ne pas montrer un CCTP d'un vrai client. Mais vous pouvez prévisualiser directement le document depuis le navigateur sans avoir besoin de le télécharger. Une fois que j'ai tout visualisé, le manager peut décider oui ou non, est-ce que le contrat est valide, est-ce qu'il y a besoin de demander l'avis de quelqu'un d'autre, est-ce qu'il n'est pas valide, est-ce qu'il faut revenir en arrière. Là, pour des raisons de temps et de simplicité, on va considérer qu'il est valide et on va indiquer que le contrat est conforme et valide.
Et à ce moment-là, je vais juste, avant de faire ça, vous montrer que je vais me connecter dans DocuSign, dans la plateforme DocuSign, et vous allez pouvoir constater que je n'ai pas de tâche à signer pour l'instant, puisque je n'ai aucune action requise ici à droite. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais revenir ici, et je vais donc décider, une fois que tous les éléments ont été renseignés, et que le contrat a été généré, de l'envoyer dans la plateforme DocuSign. C'est ce que je fais là. Et à ce moment-là, le contrat va être envoyé dans la plateforme DocuSign, et on va pouvoir le prévisualiser et le signer directement sur la plateforme, sans avoir besoin de le télécharger, de l'imprimer, de le faire circuler vers un autre département, etc. Là, on est vraiment dans un processus complètement dématérialisé, où on a simplement renseigné certains champs, un document a été généré avec des métadonnées dynamiques, et on va pouvoir le signer directement sans avoir eu besoin de faire d'étapes supplémentaires. Ici, je vais rafraîchir la page, et je vais avoir une tâche qui m'est assignée. Vous voyez ici, action requise 1. Donc je vais cliquer dessus. Vous voyez qu'ici, j'ai un document qui est apparu. Je vais cliquer dessus, et j'ai la possibilité de pouvoir le signer. Donc je vais ouvrir le document pour signature. Et ici, j'ai le document que je viens de créer, donc avec la société Potel et Chabot, le type de société, les informations, les métadonnées, la désignation, donc 2000 macarons haut de gamme. J'espère qu'on a des macarons d'ailleurs à midi, hein, je ne sais pas. Le prix de l'achat, la date, et pour ceux qui connaissent la plateforme DocuSign, la possibilité d'apposer ma propre signature sur ce document. Alors bien entendu, ça peut être beaucoup plus compliqué, il peut y avoir plusieurs pages, il peut y avoir des paraphes, etc. Là, on a pris un exemple simple, où on va simplement signer le document de manière manuelle. Et je vais terminer la signature. Une fois que je termine la signature, le document va être ensuite renvoyé dans la plateforme Alfresco, avec l'ensemble des pièces jointes qu'on avait préalablement signalées, et qu'on avait rajouté, et qu'on va pouvoir les ajouter dans un document, dans un dossier côté Alfresco. Donc ici, vous voyez, si on résume, on a fait la modélisation du processus, on a renseigné les étapes du processus, on a modifié le document, on a généré le document, on l'a signé, et maintenant il revient côté Alfresco, toujours sans aucune interaction manuelle, imprimer le document ou autre. Je vais donc me redéconnecter et me reconnecter en tant qu'utilisateur initial. Donc proc user 1 démo. Ici, je vais passer donc dans la partie document achat, et on voit ici, alors il n'est pas encore arrivé, il va arriver dans un petit peu de temps. Voilà, il est arrivé. Donc ici, vous voyez la date, 17 octobre, 11h25, donc c'est bien le document que j'ai créé. Et je vais ouvrir ce dossier. Vous voyez qu'ici, j'ai les différents documents qui sont apparus, avec le CCTP que je peux à nouveau prévisualiser, le document non signé, le document signé, les pièces jointes. Et si j'ouvre le document que j'ai signé, on voit bien ici que c'est un document que je viens de signer, avec ici les métadonnées sur la droite. Donc ça encore, c'est un composant ADF qui nous permet d'afficher les métadonnées du document, avec la ville, le type de prestation, le prix, le type de fournisseur, l'adresse, ce qui va nous permettre après de faire des recherches filtrées et facettées sur ces différents éléments. C'est-à-dire que si vous avez des fournisseurs qui ont le même nom, que vous commandez la même chose, etc., vous allez pouvoir rechercher tous les documents qui portent cette même métadonnée et tous les afficher au même endroit. Ici, vous voyez un point important, c'est qu'on a ici un cadenas et une note confidentielle. Alors, on n'aura pas le temps de faire une démonstration poussée de ce composant-là dans le cadre de cette petite démonstration, mais on utilise ici les composants d'archivage et de gestion du cycle de vie d'Alfresco qui font qu'une fois que le document est signé et est revenu dans Alfresco, on le considère comme une archive et on lui applique un cycle de vie qui va demander la conservation de ce document pendant 5 ans, par exemple. Et pendant 5 ans, il ne pourra pas être modifié, il ne pourra pas être supprimé par qui que ce soit. Et on aura une traçabilité forte de qui a accédé au document, qui l'a modifié, qui l'a entré dans le système. Et le deuxième point, ici, c'est que vous voyez une petite note confidentielle. En fait, ça nous permet, dans ce module-là également, d'ajouter des niveaux d'habilitation supplémentaires qui vont être portés par les utilisateurs et appliqués au document. Donc ça vous permet d'aller beaucoup plus loin que la simple gestion d'utilisateurs et de groupes, où vous allez dire tel groupe d'utilisateurs, il a accès à ça et il peut modifier tel document ou ajouter un document dans tel dossier. Là, vous allez pouvoir dire
il faut en plus que l'utilisateur il possède une marque d'habilitation personnelle qui peut en plus être hiérarchique. C'est-à-dire que là, je suis confidentiel, mais je ne verrai pas les documents qui sont secrets, les documents qui sont top secrets. À l'inverse, quelqu'un qui a l'habilitation top secret, il pourra avoir tous les documents top secrets, secrets et confidentiels, ce qui est vraiment beaucoup plus simple à gérer que de gérer à chaque fois des groupes LDAP dès que vous avez un besoin un peu spécifique. Et ça, vous pouvez l'utiliser de manière indépendante du module d'archivage. Et ça vous permet d'apporter des niveaux de confidentialité et de sécurité beaucoup plus importants que ce que vous pouvez avoir avec simplement des utilisateurs et des groupes. Ici, vous pouvez ajouter éventuellement des commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez vérifier l'historique des versions. Donc, si jamais il y a plusieurs versions du document et du contrat, vous allez pouvoir ici y revenir et tous les visualiser d'un seul coup. Je vois que le temps tourne. Je vais maintenant vous montrer rapidement la partie recherche. Donc ici, c'est ce que je vous disais. Vous avez la possibilité sur la gauche, ici, de définir les facettes, les filtres sur lesquels vous allez pouvoir effectuer votre recherche. Donc par exemple, ici, on peut dire, je voudrais tous les documents qui ont été créés par mon utilisateur, de type PDF. Et petit à petit, vous allez refiltrer de peut-être 1000 résultats à 100, puis 10, et trouver vraiment beaucoup plus facilement ce que vous cherchez, sans avoir besoin de saisir au préalable tous les critères de recherche. Et vous allez pouvoir également télécharger les documents, visualiser les documents, les récupérer en zip ou autre. La dernière chose que je vais vous montrer, pardon, excusez-moi, je vais prendre un petit verre d'eau. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est la partie Analytics. Donc la partie Analytics, pour ça, je vais me reconnecter en tant que manager. Et lui, il aura la possibilité, donc on imagine, c'est le chef du département, lui, il veut suivre le nombre de contrats qui ont été signés dans le mois, le nombre de choses qui ont évolué, le nombre de contrats qui sont encore en cours. Et un point important aussi, c'est si jamais vous avez un processus qui s'étend sur un certain nombre d'étapes, on va dire 10 étapes, l'intérêt de pouvoir tracer la durée précise de chaque étape va vous permettre d'optimiser le processus en sachant exactement quelle est l'étape qui prend le plus de temps en général. Donc ici, vous allez pouvoir filtrer en disant je veux voir seulement telle ou telle étape dans le graphe. Vous allez pouvoir aussi faire des tableaux. Donc c'est ce que je vous disais. Si par exemple vous voyez qu'une étape, de temps en temps elle prend une journée, de temps en temps elle en prend 20, c'est probablement une étape qui a un intérêt à optimiser. Et si par exemple vous avez plein d'étapes qui prennent une demi-journée et une qui prend 2 semaines, c'est cette étape-là qu'il faudra optimiser si on veut accélérer le processus. Et ça, vous allez l'avoir de manière vraiment très détaillée dans le tableau que vous allez pouvoir configurer et customiser pour voir exactement ce que vous souhaitez. Vous avez la possibilité de faire des diagrammes en camembert, des diagrammes en barre avec les dates, des diagrammes par tranche de date. Donc vous pouvez suivre vraiment par processus, par étape du processus, où vous en êtes et de ce dont il s'agit. Voilà, on est arrivé à la fin de cette démonstration. Donc, je vais désormais passer la main à Massis,